C'est évidemment un grand plaisir d'aller en montagne. Il fait beau, il y a un petit peu de neige, mais il faut aussi rappeler les conseils de prudence. Est-ce que dans les périodes où il y a beaucoup de randonneurs, dans les périodes de vacances scolaires notamment, est-ce que vous avez affaire justement à des gens qui sont beaucoup moins expérimentés? Clairement en fait, hein, c'est vrai qu'on pense pas forcément à aller, on va dire, marcher en hiver dans la neige. On parle des pratiques de ski. Nous, en tant qu'accompagnateur en montagne, on a un diplôme d'État qui nous permet d'encadrer la raquette à neige, hein. Tout ce qui est après alpinisme, ski, etc., c'est pour les guides de haute montagne. Donc ça, c'est un autre diplôme. Mais nous, en tout cas, en effet, on a pas mal de demandes à ce moment-là, et on a des gens qui sont pas du tout expérimentés ou qui ne connaissent pas en fait le milieu de la montagne en hiver. Et déjà, il faut rappeler que le milieu de la montagne, c'est quand même un milieu spécifique pour toutes les saisons, et encore plus quand on est en hiver, parce que on a des facteurs en fait qu'il faut savoir lire, étudier et programmer en fait pour que ça se passe le mieux possible, même si le tout sécurité ça n'existe pas en Alors montagne. lesquels justement? Quels facteurs on observe particulièrement? Alors déjà, il y a des outils qui sont très pratiques, c'est-à-dire que Météo France en fait publie tous les soirs après 17h un bulletin d'estimation du risque d'avalanche. Déjà, ça donne une tendance. Ça, c'est la première chose à regarder. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut regarder, parce qu'on peut avoir une très belle météo le lendemain, sauf qu'on peut avoir un risque accru d'avalanche en fait, hein. C'est un des risques principaux, on va dire, par rapport au fait de marcher en raquette en hiver ou même On a de beaucoup pratiquer le ski. d'avalanches chez nous, parce qu'on a l'image de grosses avalanches plutôt en très haute montagne. On en a aussi beaucoup chez nous. En fait, il faut tout de suite se dire qu'une avalanche, c'est pas forcément un endroit où on est en très haute montagne, hein. On peut avoir des avalanches même à plus basse altitude. Et puis, c'est quand même la fin des Alpes. On a des sommets à plus de 3000 mètres. Donc, on a des pentes qui sont à plus de 30 degrés, donc c'est des pentes importantes. Et en plus de ça, on a une neige qui peut très vite changer ici, parce qu'on peut avoir des températures très froides la nuit et après des températures très chaudes. Donc le manteau neigeux et ces pentes-là, c'est un gros facteur de risque d'avalanche. Donc on observe le risque d'avalanche. Est-ce qu'il y a d'autres choses, vous, que guide de montagne, vous observez pour assurer la sécurité? Alors nous, on a tout un panel de choses. On va pousser un peu plus loin sur la nivologie, c'est-à-dire le type de neige. On va aussi bien regarder l'itinéraire. Ça, c'est des choses qui sont pas évidentes à appréhender pour des gens qui n'ont pas forcément d'expérience. Mais nous, on va tracer un itinéraire où on va justement pas passer sous ces pentes-là. On va savoir qu'il y a des endroits qui peuvent être accidentogènes, qui peuvent être aussi moins agréables. C'est sûr que si on est que dans l'ombre, si on est sur une neige qui va être difficile, croûtée, glacée, ça va pas être agréable. Donc ça, c'est déjà notre travail à nous. Après, des gens qui partent sans guide, bien sûr c'est possible, mais il va falloir bien vérifier déjà sa condition physique, son itinéraire, est-ce qu'il correspond à sa condition physique, est-ce qu'au niveau du timing de la journée, est-ce qu'il va pas faire nuit trop tôt, si on a un problème, est-ce qu'on a du réseau sur place, donc ça c'est hyper important. C'est un déjà, classique de se faire piéger par la nuit? C'est un classique, et je crois malheureusement qu'il y a une personne qui est décédée à Isola 2000 l'année dernière, au mois de janvier à peu près, qui avait été retrouvée à 50 mètres seulement de la station, près de la rivière, un endroit où potentiellement elle s'est peut-être perdue, elle s'est égarée sur les chemins, et quand la nuit tombe vite, c'est pour ça qu'en termes de sécurité aussi, il faut avoir un fond de sac, c'est très important, c'est-à-dire qu'on a forcément du chaud. Alors le fond de sac, ça peut se composer de divers éléments, mais une réserve d'eau, de nourriture, une couverture de survie, bonnet, gants, et de quoi se protéger de la pluie et du froid. Au moins pendant un laps de temps où, si on se perd, si on est pris dans le brouillard, s'il y a un moindre problème, on a la possibilité de se créer un point chaud, ou en tout cas d'attendre les secours. Et ça, c'est une notion qu'il faut avoir, et même en été, hein, c'est pareil, c'est fond de sac obligatoire. Est-ce que ces conseils de prudence sont valables sur les sentiers balisés? Parce que quand on part en raquette, on peut se dire, bon, je ne risque rien, le sentier est balisé, je suis mon itinéraire, et pas besoin de prendre quelconque précaution. Alors c'est sûr que les stations et des communes aménagent des parcours, et ça c'est très bien, parce que c'est vrai que quand on n'a pas forcément l'expérience ou l'habitude d'aller en montagne, c'est des tracés qui correspondent à tout type de niveau, donc ça c'est super. En général, ces tracés-là évitent bien sûr les couloirs d'avalanche, les trop grosses pentes, les endroits accidentogènes. Donc déjà, ça enlève quand même pas mal de risques. Mais si vous êtes pris dans du brouillard, si vous avez physiquement un petit coup de moins bien ou quelque chose, cet équipement-là, il est quand même obligatoire. Et il n'y a pas que des accidents en montagne en hiver sous les avalanches, il faut le dire. Ça peut être aussi à cause du froid, à cause du fait de se perdre. Oui, ce sont quoi les accidents les plus communs, les plus fréquents? Alors malheureusement, les plus mortels, en tout cas les plus accidentogènes, gravement on va dire, ce sont les avalanches, parce que quand on est pris sous une avalanche, c'est très difficile d'en sortir ou de se faire extirper de cette avalanche-là. Mais il y a aussi quand même des accidents qui sont du coup heureusement parfois non mortels, mais ce sont des risques de chute quand on est sur une neige qui peut être verglacée. Donc on connaît l'itinéraire en été, on se dit c'est très beau, c'est très sympa, ce chemin-là je le connais, sauf qu'en période hivernale... donc un chemin qu'on connaît en été,
Ça ne veut pas dire qu'en hiver, on peut l'emprunter. Totalement, exactement, c'est ça. C'est pour ça que la lecture du terrain, quand on n'a pas l'habitude, on peut suivre des applications ou autres, mais ça peut complètement être transformé et d'un jour à l'autre. Il a fait très froid la nuit, ce chemin-là que je connais très bien, il peut être verglacé, on peut faire une chute et derrière, dans la neige ou sur une pente verglacée, malheureusement, ça peut être accidentogène. J'évoquais tout à l'heure le mois dernier le cas de cet homme originaire de Menton qui a trouvé la mort, c'est dans le massif du Boréon. Il était parti seul, vraisemblablement il a été victime d'une chute. Ça, vraiment partir seul, il faut l'éviter. C'est sûr qu'on augmente les risques, ou en tout cas même d'être secouru. Alors, on peut quand même partir seul, mais il faut vraiment mettre toutes les précautions. C'est bien d'envoyer son itinéraire aussi à des personnes qu'on connaît, au moins à 2 personnes. Comme ça, si jamais il se passe quoi que ce soit, pour éviter de passer la nuit là-bas, peut-être que quelqu'un peut prévenir les secours, ça c'est important. Donc voilà, l'itinéraire, prévenir des gens et avoir toujours le moyen en tout cas de communiquer. Même maintenant avec nos portables, c'est vrai qu'on a du réseau partout, mais il y a quand même beaucoup de zones blanches dans le Mercantour et ça c'est un gros problème.